Le nouvel iPhone est là, l'iPhone de 2019, le 11 Pro gris sidéral pour ma part. Vous avez certainement déjà vu à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur lui, alors ne discutons pas pendant des heures. Quel est le problème avec l'iPhone 11 Pro? On pourrait voir un problème dans son positionnement. Mérite-t-il les 350 € qui le séparent de l'iPhone 11? Avec un matériau plus premium, un écran OLED de bien meilleure résolution et un troisième capteur photo, si je le recommande à peu de gens, je pense qu'on peut dire que la différence est justifiée. Mais mérite-t-il le terme Pro? Là, c'est un peu plus complexe. Avec un stockage de base aussi minime que 64 Go et sans écran ProMotion en 90 Hz, on peut se demander ce qu'il a vraiment de pro. Mais chez Apple, comme chez la concurrence depuis des années, le terme Pro ne veut plus forcément dire professionnel, mais simplement que c'est la version la plus évoluée. Acheter un produit pro vous fait entrer dans le cercle des gens qui travaillent avec ces outils, même si vous allez prendre exactement les mêmes selfies dans le miroir que ceux qui vont acheter un iPhone 11. Selon moi, la gamme est parfaite, le positionnement du Pro est excellent, bien qu'un peu trop cher. Le problème ne se situe donc pas là. On pourrait voir un problème dans son design, mais je trouve que c'est le plus réussi de ces dernières années. Avec ce vert mat qui laisse peu de traces de doigts, affiche très discrètement les certifications légales, cette sensation agréable en main et cette pomme centrée, étrange au début mais qui devient vite logique. Alors non, on ne voit plus la pomme quand vous le tenez, mais avec un design si particulier pour intégrer ces trois capteurs photo, a-t-on réellement besoin d'elle pour savoir que vous tenez un iPhone? C'est d'ailleurs sûrement la cause du déplacement de la pomme, l'espace réservé aux capteurs étant bien plus important, ça aurait laissé trop peu de marge entre les deux et aurait créé une asymétrie. Les trois capteurs sont aussi la cause de la blague annuelle réservée au nouvel iPhone. On dit d'eux que ce sont des plaques de cuisson, ce qui en soi est drôle mais devient vite chiant parce qu'il y a des forceurs. Ici la problématique est donc uniquement une question de design, et elle est importante car je ne pense pas qu'on puisse sincèrement dire que c'est beau, et en même temps je ne vois pas 20 façons d'intégrer trois capteurs. On les place en triangle pour que l'écart d'un objectif à un autre soit faible afin de limiter la modification de la composition et de permettre une transition plus en douceur. De toute façon, quelle que soit la manière de faire, plus on en met, moins ce sera design. Mais je suis prêt à en laisser un peu de côté pour avoir un appareil plus polyvalent, particulièrement sur l'aspect photo. Le problème de ce qu'on pourrait appeler le problème avec la plaque de cuisson pour faire plaisir aux forceurs, c'est que c'est contraire au cycle technologique dont on a l'habitude. Lorsqu'une nouvelle technologie sort, elle est rarement design, car on laisse l'aspect de côté pour se concentrer sur la technique, d'autant qu'à ses débuts elle est souvent imposante. Une partie de son évolution tiendra au simple fait de la rendre plus petite, maniable, légère, esthétique, voire invisible. Avec l'appareil photo du smartphone, c'est l'inverse. Apple est loin d'être le premier à le faire, entre le peu d'innovation réalisable sur d'autres domaines et l'évolution de la demande des utilisateurs sur celui-ci, les constructeurs augmentent la polyvalence de leur caméra. Cette polyvalence passe par le nombre de capteurs et leurs différentes focales, pour zoomer sans perte de qualité ou faire de la photo grand angle. Mais en faisant cela, dans la mesure où l'on n'a pas encore réussi à cacher les objectifs dans la coque du smartphone, il transforme ce qui était un œillet sympathique en masque d'Halloween. D'un point de vue technologique, c'est une bonne chose, d'un point de vue technique, c'est inévitable, et d'un point de vue concurrentiel, il est devenu vital d'enfiler ce masque si l'on veut éviter de se casser la gueule sur les Samsung, Huawei ou Google qui ont déjà fait ou feront de même. Pour cet Halloween 2019, entre les bobos ou la vie, Apple a opté pour la vie. De la vie, l'iPhone en a plus que jamais, avec une batterie plus grande justifiant l'abandon de 3D Touch et une meilleure gestion de cette dernière par le nouveau processeur A13, l'iPhone est enfin le smartphone avec l'autonomie la plus importante. Vous l'aurez compris, je ne pense pas que le problème de l'iPhone 11 Pro réside dans son design, d'autant que vous allez très certainement le mettre dans une coque, et pour cela je vous recommande la référence Rhino Shield qui sponsorise cette vidéo. Peut-être est-il dans le manque de nouveautés ou dans leur faible valeur ajoutée. Concrètement, la vraie nouveauté de cet iPhone 11 Pro, c'est le capteur ultra grand angle. Et je suis peu enthousiaste. J'ai évidemment été ravi de voir un capteur ultra grand angle arriver sur l'iPhone. L'idée d'avoir dans ma poche un téléobjectif, un grand angle et un ultra grand angle me séduit par sa polyvalence créative. Qu'en est-il de l'exécution? Pendant longtemps, l'iPhone n'avait plus à faire ses preuves, il était le maître incontestable de la photo. Mais si je préfère toujours son traitement colorimétrique et son interface logicielle, depuis que la concurrence est activée sur ce domaine, la photo de l'iPhone a perdu de son unicité. Entre le Note 10, le P30 Pro et le Pixel 3, Apple devait faire beaucoup d'efforts pour rattraper non pas une avance, mais un retard. Et c'est en partie chose faite. Globalement, les médias s'accordent à dire que l'iPhone 11 est le meilleur smartphone en photo, avant qu'il ne soit sans doute rattrapé par la concurrence d'ici quelques mois. La photo de l'iPhone 11 est excellente, prétendre le contraire serait de mauvaise foi. Le piqué, le focus, les couleurs, le HDR, tout est excellent. Ou presque. Si l'iPhone est redoutable sur son capteur principal et le mode de base, j'ai beaucoup de mal quand il s'agit de la photo portrait par exemple. Il m'est extrêmement difficile d'apprécier les portraits de l'iPhone quand je sais ce qu'un Pixel 3 de Google peut faire de la même scène, et on parle d'un smartphone qui a 1 an. Apple a fait un effort considérable sur le détourage des modèles, mais on retrouve encore beaucoup d'erreurs qui rendent parfois une photo inutilisable. Ici par exemple, dans des conditions compliquées de contre-jour, la colorimétrie de l'iPhone ridiculise le Pixel 3. Mais si le Pixel fait quelques erreurs de détourage notables, l'iPhone en fait une impardonnable en m'offrant une séance chez le coiffeur. Avec un peu de retouche, la photo du Pixel sera utilisable, à moins de désactiver l'effet de bokeh, celle de l'iPhone est à jeter. Des exemples comme celui-ci, il y en a plein. Parfois, l'iPhone arrive à se débrouiller, mais quand vous prenez une photo portrait avec le Pixel, c'est dans 95% des prises une réussite. Que ce soit en contre-jour, dans un bar plutôt bien éclairé, sur des objets simples comme compliqués, le Pixel est quasiment toujours légèrement ou considérablement meilleur. Quand l'iPhone est au-dessus, ça se joue sur des détails, comme ici avec le lissage de la peau qui est trop forcé sur le Pixel. Quand il est en dessous, la différence est plus importante, comme par exemple, putain, qu'est-ce que ce touriste fout là? Si je souhaite faire du portrait, que ce soit pour shooter des modèles ou des objets, je vais continuer à prendre mon Pixel en poche parce qu'il y est redoutable, alors que l'iPhone peine à pondre une bonne photo sur 5. Là où l'iPhone concurrence le Pixel en revanche, c'est sur le mode nuit. Je le trouve bien plus net et comme toujours, la gestion des couleurs et de la lumière approche de la perfection. On a affaire à une photo de nuit et non à une lumière artificielle. Mais qu'en est-il du nouveau capteur ultra grand angle? Là, je ne peux pas comparer avec le Pixel car son unique caméra ultra grand angle se trouve à l'inverse de l'iPhone en façade. Même si l'iPhone 11 Pro simule un ultra grand angle en selfie, possible grâce à la nouvelle caméra 24 mm avec 12 millions de pixels. Alors, ce capteur ultra grand angle, j'ai été un peu déçu. Au niveau de la composition, l'ultra grand angle 13 mm captant à 120 degrés, ce qui approche de ce que fait une GoPro, est une bénédiction. Avec
4 fois plus de surface d'image et elle ouvre des perspectives folles. Que ce soit pour de l'architecture ou pour photographier tout votre groupe de potes dans un petit espace, cette liberté est la bienvenue. Mais j'ai remarqué une perte de piqué assez flagrante qui s'explique. Premièrement, étant donné que la zone de netteté est fixe, cela donne cette impression que rien ne l'est. Deuxièmement, l'ultra grand angle a une ouverture de 2.4 quand le grand angle ouvre à 1.8, ce qui produit un effet assez frustrant. Quand votre scène n'est pas éclairée par un grand soleil, le logiciel doit pousser les ISO pour avoir une image correctement calibrée. C'est un peu technique, mais comprenez que dès que la luminosité baisse, sans même parler de la nuit, vous allez perdre nettement en qualité et commencer à avoir du bruit. Ce qui est embêtant dans la mesure où il n'y a pas de mode nuit pour ce capteur et pas non plus de RAW, à savoir un format d'image brute qui permettrait une plus grande souplesse dans la retouche. L'ultra grand angle devient donc une fonctionnalité qui rend possible certaines photos qui ne l'étaient pas, mais je limite mon usage de ce dernier car cette perte de qualité flagrante à l'œil nu me fait chier. Le bilan de tout ça, c'est que l'iPhone est un excellent appareil photo, peut-être le meilleur, mais il a encore beaucoup d'efforts à fournir pour exceller dans tous les domaines. En parlant de ça, Apple vient de sortir en version bêta la fonction Deep Fusion, qui améliore considérablement les photos. Comment ça fonctionne? Eh bien, lorsque vous prenez une photo, l'iPhone en prend 8. Il faut savoir que dès que vous ouvrez l'appareil photo, il capture continuellement des clichés, qu'il supprimera si vous ne cliquez pas sur le déclencheur. Au moment d'appuyer, la caméra a déjà capturé 4 images à très haute vitesse pour figer le sujet, 3 autres à vitesse normale, puis à l'instant du déclenchement, une image à pose plus longue. Celles à vitesse normale sont ensuite fusionnées avec la pose longue. Puis le logiciel sélectionne le meilleur cliché à haute vitesse pour l'assembler avec le résultat précédent. Suite à ça, il va retravailler chaque pixel, chaque élément de la photo en prenant en compte ce qui la compose, un ciel, un pull, un visage, pour obtenir la photo la plus détaillée possible. Pour vous, ça va très vite, pour le processeur, c'est une tâche très complexe. Ça ne réglera pas les problèmes que j'ai évoqués plus tôt, car ça n'agit pas sur le capteur ultra grand angle et le détourage du mode portrait n'est pas forcément mieux, mais ça va considérablement améliorer les photos, notamment celles en moyenne et basse luminosité. Vous pouvez faire des photos d'exception avec l'iPhone 11. J'ai simplement mis en évidence des aspects qu'il maîtrise beaucoup moins, car son excellence ne doit pas faire oublier ses lacunes. Je ne peux donc pas dire que la photo est le problème. Mais alors, où est le problème? Au risque de vous décevoir, il n'y en a pas. J'aime beaucoup ce titre de vidéo parce qu'il y a toujours un problème, qui m'amène à chercher des solutions. Mais avec l'iPhone 11 et 11 Pro, il n'y en a pas. Ça veut pas dire qu'il est parfait. L'absence du USB-C, le traitement photo encore améliorable, l'écran non promotion, l'absence de recharge inversée, on peut trouver plein de défauts à l'iPhone, y compris la sainte absence d'innovation. On sait très bien ce qui va se passer. Avec les années, son écran va être de plus en plus borderless, l'encoche de plus en plus petite, Face ID toujours plus rapide, l'autonomie toujours meilleure, il n'y a pas besoin d'une vidéo de 10 minutes pour résoudre des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Et quand bien même on imaginait des solutions à des problèmes qui n'existent pas, les gens trouvent ça inutile. Le smartphone pliable de Samsung et le smartphone dont l'écran fait quasiment tout le tour de Xiaomi pourront témoigner de l'accueil qu'il aurait réservé par le public. Spoiler, c'est pas fou. Alors le marché du smartphone n'est pas complètement chiant, la photo est folle, les capteurs à reconnaissance biométrique se multiplient, les bords se raréfient, tout ça c'est cool. Mais attendu, on peut voir deux causes à ce phénomène, les fuites permanentes sur des modèles qui sortiront un an après et le fait que le smartphone n'a plus de problème à régler. C'est peut-être la raison pour laquelle tout le monde semble s'accorder à dire qu'il ne se passe plus grand chose. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on change de smartphone? Souvent. Et je viens de répondre à la mauvaise question, mais avant de savoir pourquoi nous changeons de smartphone, la fréquence à laquelle on le fait est intéressante. Juste depuis longtemps une méthode appelée la méthode du prêtre, qui consiste à sauter une génération. Et je m'excuse pour cette vanne, mais étant donné que je l'ai faite il y a des années, il y a prescription. J'avais brisé cette loi en passant de l'iPhone 7 à l'iPhone 10, sorti à un an d'écart même si ça n'a aucun sens, car j'estimais que l'écart technologique était assez grand. Mais je suis revenu à cette méthode en ne me jetant pas sur le 10S et en attendant le 11. Sur Twitter, parmi 25 500 participants, vous êtes 14% à changer tous les 4 ans ou plus, 31% tous les 3 ans, 44% tous les 2 ans et 11% à changer de smartphone tous les ans. À noter qu'aucun budget précis n'est spécifié et qu'il s'agit de ma communauté, donc plutôt porté sur la tech. Si ça peut nous paraître une éternité, 3 ans c'est pas énorme. Alors je repose la question. Pourquoi est-ce qu'on change de smartphone? Sur Twitter, on m'a cité 4 raisons intéressantes. Revendre l'actuel à bon prix, ce qui est logique, moins vous attendez pour vendre un smartphone, moins son prix de revente aura chuté. Même si le prix d'un iPhone chute très peu, ça peut être une stratégie pour changer régulièrement sans avoir à vendre un rein. La deuxième raison, c'est tout simplement le renouvellement du contrat avec un opérateur. J'y aurais jamais pensé car j'achète mes iPhones chez Apple, mais beaucoup de gens avaient l'air concernés. La troisième raison, c'est l'usure du smartphone. Et là, j'ai un peu de mal à comprendre. Si un smartphone ne survit pas 3 ans en votre compagnie, plusieurs conseils. Achetez une coque. Chez RhinoShield, vous en avez en métal brossé, en cuir, en bois, en finition fibre de carbone. Vous pouvez la customiser avec vos couleurs. Il y a des coques complètes comme des bumpers, des skins anti-choc et évidemment des protections pour l'écran. Je pense qu'on a vu assez de tests de solidité de leurs produits sur YouTube pour dire qu'avec leur protection, vous n'avez plus aucune excuse. Le lien est en description, moins 10% avec le code Léoduff, de rien. S'il s'agit de la batterie, ce qui est un phénomène normal, faites-la changer par un professionnel agréé, voire directement chez le constructeur. Ça coûte pas grand-chose et vous êtes reparti pour de belles années. S'il s'agit de l'absence de mise à jour, passez chez iOS. Ça sonne comme une vanne, mais je suis très sérieux. À moins d'avoir un iPhone 6 qui date de 5 ans, vous n'êtes pas concerné par l'absence de mise à jour vers iOS 13. C'est plus compliqué chez Android. Je pense que la pièce qui est la plus sujette à l'obsolescence, c'est celle qui tient le smartphone. Oui, je parle de vous. Ce qui a été confirmé par un second sondage dans lequel 50% des 8200 votants déclarent changer de smartphone juste pour avoir les nouveautés. Et j'aurais voté exactement pareil. Mais le tableau, comblé bien que peu enthousiaste que je viens de vous peindre de l'iPhone, vous donne-t-il réellement envie de changer de smartphone? Pas certain, car s'il est excellent, il l'est moins que celui qui sortira dans un an, qui lui-même sera moins excellent que celui qui sortira l'année d'après. C'est pour cette raison qu'une marque sort un smartphone par an, car la concurrence le pousse toujours à se surpasser. Dans ce marché, le couronnement n'est valide qu'un an, maximum. L'iPhone 11 Pro est d'une excellence redoutable, et honnêtement difficilement égalable. Il est le nouveau roi. Mais cela ne veut pas dire que l'on doit
doit se prosterner devant lui. Je suis entièrement comblé par ce smartphone en tant qu'outil, mais mon cœur de passionné de tech n'est pas particulièrement emballé. Non pas parce que la flamme s'est éteinte, mais parce qu'au lieu de prendre le temps de souffler de temps en temps, je l'entretiens au lance-flamme, continuant chaque année de m'auto-suggérer que j'en ai besoin, que j'en ai envie. Le smartphone n'a plus de problème, il est résolu, et l'époque où l'on en changeait tous les 2 ans est peut-être révolue. Merci à tous, merci à Rhino Shield, c'était Léo Def.